à toutes et tous. Si ça vous est déjà arrivé d'être d'astreinte un dimanche à minuit pour cliquer sur un bouton pour mettre en prod une nouvelle feature de votre appli, c'est sûrement que les feature flags ne faisaient pas partie de votre architecture. Donc vous êtes au bon endroit pour en savoir plus sur ce couteau suisse de votre workflow, de votre flow de développement. Retour d'expérience, exemple concret et surtout peut-être dérive possible. Benjamin Cavy, lead dev à la Maïf, nous dit tout sur ce pattern d'architecture. Merci d'accueillir Benjamin comme il se doit. Merci beaucoup. Merci d'être là pour m'entendre parler de feature flag plutôt que d'être à l'apéro. Je suis très touché. Moi, j'aurais pas été là. Mais Seb m'a déjà présenté, donc j'ai rien à dire sur cette slide. Pour l'anecdote, Seb, c'est la première personne avec qui j'ai bossé dans ma carrière professionnelle. Et je pense que j'ai plutôt eu de la chance sur ce coup-là. Alors moi, je travaille à la Maïf dans l'équipe qui fait du développement de logiciels open source. Pendant une des équipes, parce qu'il y en a plusieurs. Et on développe quelques produits, donc ça va être un petit instant auto-promo. On se voit dans 2 minutes si ça ne vous intéresse pas. Donc il y a Izanami, une brique qui fait du feature flag sur laquelle on reviendra. On a Autoroshi, qui est sans doute notre produit le plus technique en termes de quantité de code et de fonctionnalité. C'est un reverse proxy / API gateway. Donc nous, on le développe, et il existe des entreprises qui vendent du support et tout pour ce produit-là, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Et si vous voulez une présentation de ces produits en général, n'hésitez pas à venir vers moi, on organisera ça. On a aussi des produits d'IA, donc on a un produit qui fait de la classification automatique d'email, un produit qui fait de l'explicabilité, c'est dur à dire, de modèles de machine learning. Ne m'en demandez pas trop sur celui-là, je suis pas sûr de pouvoir vous répondre. Et également de libres qui permettent de faire de event sourcing, des choses comme ça. Sans plus tarder, je vous présente l'application qui va nous servir de fil rouge au cours de ce talk, qui s'intitule joliment Tech Tales. Et en fait, l'idée de cette appli un peu fictive, c'est de vendre des livres techniques dans le domaine de l'informatique. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un petit site assez rigolo qui s'appelle O'Reilly, j'imagine c'est comme ça que ça se prononce, et qui permet de générer des fausses couvertures O'Reilly de livres d'informatique. Ce qui peut donner des trucs assez rigolos, et ce qui est souvent utilisé pour faire un peu d'autocritique sur nos pratiques dans le monde de l'informatique. Donc j'ai cette application-là qui tourne, et j'ai une mise en prod à faire. Je voudrais que les gens puissent rajouter des commentaires sur les livres. Donc j'ai déjà quelques exemples de commentaires qui ne sont pas du tout générés par intelligence artificielle. Et donc j'ai cette feature-là que j'aimerais bien rajouter, et j'ai 2-3 autres trucs dans mon flow de livraison. J'ai peut-être une nouvelle UI, peut-être le fait de pouvoir lancer des fonctionnalités de solde ou des choses comme ça. Ça risque d'être une assez grosse mise en production. Et du coup, comme toute personne qui met en production, j'ai un petit peu peur. Je me dis, c'est quand même un peu chaud parce que y a des modifs d'infra. En termes de base de données, je vais devoir créer des tables. C'est possible que je doive rajouter des services et tout. Enfin, ça fait beaucoup de choses à modifier à ce niveau-là. J'ai pas mal d'instances qui tournent de mon application. Et ça fait que quand je vais relivrer, je risque d'avoir une expérience un peu incohérente, notamment si j'ai une nouvelle UI, où finalement mon utilisateur se balade, il clique sur un lien, il est l'autre balancé vers une instance qui n'est pas encore à jour. Du coup, il a ancienne UI, nouvelle UI, ancienne UI, nouvelle UI. Enfin, vous avez compris l'idée, ça dure comme ça. Et donc, ça risque d'être une expérience un peu désagréable. Et le dernier truc, c'est que comme je vous le disais, j'ai plein de trucs dans ma release, et ça m'embêterait de devoir rollback parce qu'il n'y a qu'un seul truc qui se passe mal. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Une solution à ce problème-là, alors il y en a sans doute plusieurs, mais la solution que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une solution qui consiste à séparer la mise en production de votre nouveau livrable, au sens vraiment livrable physique, si je puis dire, de l'activation des fonctionnalités qui sont dedans. Concrètement, comment ça va se traduire en termes de code? Imaginons que ça, ce soit ma version courante de l'applicatif, donc j'ai quelque chose qui me renvoie tous les livres de mon application. Je vais d'abord venir faire évoluer le code avec un embranchement, parce que vu que je veux pouvoir activer ma fonctionnalité plus tard, il faut que ma nouvelle version de l'applicatif gère les deux modes. Donc traditionnellement, je vais faire un petit if sur un truc qui s'appelle command flag, qui va en fait être l'interrupteur qui va pouvoir être actionné pour déclencher cette feature-là. Mais quand ce truc-là est faux, on garde le même fonctionnement qu'avant. Donc là, je mets en production mon application, je crée mes tables, mes services et tout est prêt. Et il ne me reste plus qu'à appuyer sur l'interrupteur pour venir activer ma fonctionnalité et venir enrichir mes livres avec les commentaires. Et ce qui est sympa avec ce truc-là, en plus de vraiment séparer la mise en prod en 2 temps, c'est que si jamais ça se passe mal, moi je rappuie juste sur l'interrupteur, et puis je reviens dans le mode où j'étais avant, et je prends le temps de vraiment diagnostiquer ce qui se passe, et j'ai pas besoin de faire un gros rollback qui va en plus me faire perdre toutes les autres évols qui venaient avec cette super release.
Et en fait, ce principe-là, alors ça porte plein de noms. Ça s'appelle, je crois que la première personne qui les a théorisés a appelé ça feature toggle. Après, ça s'est appelé feature flag, c'est le nom qui est le plus utilisé aujourd'hui. On appelle ça aussi feature flipping dans certaines mutuelles NureTest notamment. Enfin, il y a plein d'autres noms qui existent pour ce truc-là, mais c'est un peu le même concept qui est derrière. C'est vraiment cette notion d'avoir un interrupteur qui permet de conditionner l'activation de votre fonctionnalité applicative. Comment ça marche concrètement? Eh ben, il y a plein de manières de les implémenter. Mais là, mon objectif, c'est pas de dire que telle manière est nulle ou telle manière est bonne. Il faut vraiment trouver celle qui correspond à ce que vous voulez faire en termes de complexité et de capacité. La manière la plus simple et à laquelle on pense peut-être en premier quand on est dans ce genre de cas, c'est on se dit, je vais mettre une variable d'environnement. Alors, ça marche en variable d'environnement, ça marche en argument de ligne de commande. Enfin, c'est un peu la même idée. En gros, c'est un truc que vous avez positionné au moment où vous démarrez votre appli. Votre appli va le lire et elle va savoir, en fonction de ça, quel comportement est-ce qu'elle doit adopter. Donc c'est hyper simple, mais il y a un petit problème, c'est que du coup, ça veut dire que quand vous voulez changer le comportement, vous devez redémarrer votre appli avec une version de la variable d'environnement modifiée. Alors, c'est pas exactement la même chose que de rollback ou de relivrer une nouvelle version, parce que finalement, c'est le même livrable que vous redémarrez, donc c'est un peu moins risqué. Mais vous devez quand même redémarrer en switchant votre variable d'environnement on ou off. Et ça ne résout pas vraiment mon problème de parcours incohérent, c'est-à-dire que pendant que mon application redémarre, elle reste dans une ancienne version, et du coup, je peux avoir ce souci que je vous expliquais tout à l'heure, de nouvelle UI, ancienne UI, qui s'affiche pour les gens qui naviguent dans mon site. Un truc qui peut permettre de régler ce truc-là, c'est de se dire, qu'à cela ne tienne, moi je sais exactement comment est-ce que je veux que ma feature s'active, quand est-ce que je veux qu'elle s'active, je vais mettre ça en dur dans le code. Donc, je l'ai déjà vu avec des dates d'activation, j'imagine que ça peut marcher avec plein d'autres trucs. Et en fait, l'idée, c'est on se dit, moi, ma fonctionnalité de commentaire, lundi prochain, je veux qu'elle soit activée, lundi matin, quand tout le monde sera frais et dispo pour régler d'éventuels bugs. Et donc, du coup, je vais coder dans le code que le lundi 17 juin à 8h, si la date est supérieure à ça, la fonctionnalité est activée, et sinon, elle n'est pas. Donc ça, c'est cool, ça ne nécessite pas de relivraison pour activer la feature, et ça va plutôt bien marcher. Deux petits problèmes quand même. Si jamais le marketing décide au dernier moment, finalement, c'est pas lundi 17, c'est lundi 24, vous êtes bon pour refaire une release de votre application, quoi, et puis la relivrer. Après, vous pouvez mettre ça dans des variables d'environnement, mais on retombe dans les biais du premier problème, de la première solution. Et l'autre truc avec ça, c'est que ça peut être dur de différencier le code qui est là pour activer ou désactiver vos features, surtout si vous commencez à mettre des conditions un peu complexes. Ça peut être dur de différencier ça par rapport au vrai code métier de votre application. C'est-à-dire qu'il faut être assez rigoureux pour différencier le code qui est là pour activer ou désactiver les features et le code qui est vraiment du code métier de votre application. Parce que, en fait, j'y reviendrai plus tard, mais en général, le code qui active ou désactive les features, à un moment donné, on a quand même très envie de s'en débarrasser. Et donc, pour s'en débarrasser, ça peut être bien de le retrouver. Une solution qui est assez vastement utilisée et qui marche très bien, c'est de se dire, OK, je vais embarquer un outil dédié, ou en tout cas, je vais coder une petite utilitaire dédiée qui va stocker quelque part dans mon appli, alors par exemple dans une base de données, tous les flags de mon application, et je vais pouvoir, peut-être via une UI que je développe, peut-être via des appels d'API ou je ne sais pas quoi, venir changer l'état de cette fonctionnalité au runtime. Et comme ça, je peux activer, désactiver mon truc. Je peux éventuellement pousser le truc pour avoir des conditions d'activation un peu plus avancées. Et ça, si vous avez qu'une appli où vous avez ce genre de besoin, ça va très bien marcher. Il n'y a pas de problème. Il y a plein de solutions qui gèrent ça. J'en ai mis quelques-unes dans l'écosystème Java. Là où cette solution peut ne plus s'avérer suffisante, c'est si vous avez des besoins supplémentaires. Par exemple, imaginons que vous ayez besoin de partager des flags entre plusieurs applications. Alors, moi, je travaille à la Maïf. À la Maïf, de temps en temps, on met des nouveaux contrats d'assurance en prod. Je crois qu'on en a mis un pour les vélos électriques il n'y a pas longtemps. Je dis peut-être une bêtise. Mais en gros, l'idée, ça va être que quand on met un nouveau contrat en prod, on a tendance à vouloir qu'il soit mis en prod partout d'un coup. C'est-à-dire que dans le site web de la Maïf, on veut que vous puissiez faire un devis sur ce truc-là. On veut que notre application de souscription de contrat, elle connaisse ce nouveau contrat. On veut que notre application de sinistre, je ne vous le souhaite pas, mais si ça arrive, puisse prendre un sinistre sur ce contrat-là, qu'on puisse payer ce contrat-là avec les garanties associées et tout. Donc bref, on veut que ça soit activé partout d'un coup. Et évidemment, ce n'est pas une seule grosse application, donc on a besoin de venir partager l'état d'un flag entre des applications. Alors, si c'est des applications qui sont toutes dans la même techno, à la limite, en tirant un peu, on peut faire rentrer ce modèle-là. Vous faites une base de données dédiée à vos flags, vous la partagez entre tous vos applicatifs, vous mettez une de ces libs-là par-dessus, et ça devrait à peu près tenir le choc. Si vous avez des besoins entre des applicatifs en plusieurs technologies, là, ça devient un peu compliqué, et il faut trouver une autre solution. Et c'est pareil, là où on peut être un peu short avec les solutions précédentes, c'est dans tout ce qui est gestion des droits, qui a le droit d'activer, de désactiver quelle feature.
typiquement le fait de désactiver un contrat à la Maïf, on n'a pas trop envie qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent le faire. Et on a aussi envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Est-ce que cette feature elle a été appelée, qui l'a éventuellement activée, désactivée, etc. Alors pas forcément pour licencier les gens, je vous vois venir, mais plutôt pour essayer de comprendre ce qui a mal marché dans notre flow de travail. Et du coup, une solution qui permet de résoudre ces problèmes-là, c'est finalement d'avoir un système centralisé. Alors, un système centralisé, comment ça se présente? En fait, c'est une application en plus que vous allez rajouter à votre SI, une application dont le métier, ça va être de gérer vos flags, en fait. Et donc, du coup, les flags, ils sont déclarés dans cette application-là, et elle fournit aux autres applications, qui peuvent être dans plein de technos différentes, ce qu'ils ont besoin de savoir sur l'état d'activation de ces flags. Et donc, Izanami, la brique qu'on développe en open source dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ça qui est fait, en fait. Je vous la montrerai un peu plus tout à l'heure. Et donc, je vous dis que cette application-là, elle doit communiquer l'état des flags aux autres applicatifs. Alors, comment est-ce que ça marche concrètement? Alors, la solution la plus simple, c'est de se dire, les autres applicatifs, quand ils veulent connaître l'état d'un flag, ils ont un appel HTTP à faire sur ma brique. Elle leur répond en leur disant si le flag est activé ou pas activé. Et ça marche très bien. Ça s'intègre quand même avec pas mal de trucs. C'est plutôt cool. Il y a un autre mode qui est possible, qui se base sur des événements. Alors, là, j'ai mis l'exemple des serveurs Sentivent, mais ça peut être implémenté de plein de manières différentes. On peut avoir un broker de messages, on peut avoir des WebSockets. L'idée de base est à peu près la même. C'est que votre application cliente va venir s'abonner à un flag. Et à chaque fois que va y avoir... Alors, déjà, traditionnellement, on lui renvoie la version actuelle du flag en premier, quand même, pour qu'elle ait l'info. Et quand ce flag est modifié, du coup, on va venir émettre un événement. Et comme ça, au fil de l'eau, mon application cliente, elle va venir récupérer l'état du flag. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça évite de faire du polling où potentiellement on a beaucoup de requêtes qui ne servent à rien. Ou alors du polling avec une latence plus longue où ça veut dire qu'on a potentiellement un moment où ma feature ne va pas être dans le bon état dans mon applicatif client. Donc ça peut être assez intéressant. Et un dernier mode d'intégration possible, donc ce sont les webhooks. En fait, l'idée de ce truc-là, c'est assez simple. Vous allez venir déclarer dans votre solution centralisée un hook où vous dites quand cette feature-là est modifiée, est-ce que tu peux m'appeler à cette URL-là, s'il te plaît? Vous n'êtes pas obligé de dire s'il te plaît, il le fait quand même. Et donc, quand quelqu'un vient modifier l'état de votre flag, et du coup, votre solution va venir appeler l'URL que vous lui avez donnée. Alors à quoi ça sert? Ça peut servir à plusieurs cas. Ça peut servir par exemple si vous avez un channel Teams ou Slack dans lequel vous voulez suivre un peu ce qui se passe et qui modifie quoi. Vous voyez, vous voulez un petit message d'alerting ou quoi en disant attention, Bob a désactivé le contrat vélo électrique en prod. Donc ça peut être ce genre de use case. Et ça peut aussi être un autre use case où on veut intégrer quand même nos flags avec des applications qui, pour une raison ou pour une autre, ne seraient pas en capacité de faire des appels HTTP. On a du COBOL à la Maïf, on a été un peu embêté avec ça à un moment, mais ça va mieux maintenant. Et du coup, on se dit, ok, c'est pas grave, on va mettre une application proxy, elle va être appelée par mon application de feature flag, elle va venir faire ce qu'il faut pour que mon application qui ne peut pas faire d'appel HTTP comprenne. Alors ça peut être un truc à mettre dans une base de données, un fichier à mettre à jour, n'importe quoi. Et comme ça, on est capable d'intégrer tout et n'importe quoi avec ce truc-là, et on est content. Donc la solution centralisée, on a vu, donc ça a pas mal de bénéfices. Et ça permet donc notamment de regrouper tous les flags en un seul endroit, ce qui est assez important parce que je vous l'ai dit et je le redirai, mais les flags, c'est bien de savoir combien on en a parce qu'à un moment donné, on va vraiment vouloir s'en débarrasser. Et ça permet aussi du coup de les ranger à peu près correctement. On peut les organiser par projet, on peut leur mettre des tags pour les retrouver. Il y a plein de possibilités à partir du moment où ils sont tous au même endroit pour les ranger. Ça permet d'avoir une gestion de droit à un seul endroit. Rimrich. Et ça permet aussi d'avoir un audit log, c'est-à-dire on peut suivre qui a modifié quoi et qui a appelé quoi, ce qui est intéressant de savoir qui a appelé quoi parce que c'est ça qui va vous permettre de savoir qu'un flag soit est plus utilisé ou soit il est utilisé mais en fait il répond que je suis actif depuis 6 mois donc on va peut-être pouvoir s'en débarrasser. Et enfin, ça permet de mettre à jour facilement dans une jolie UI les conditions d'activation de nos features. Parce que, en fait, depuis tout à l'heure, je vous présente les flags comme des trucs on-off, mais en fait, il y a beaucoup plus que ça qu'on peut faire avec cette solution-là. On peut avoir des conditions d'activation plus avancées que ça. Donc évidemment, l'interrupteur on-off, ça reste le truc de base qui doit quand même être le plus utilisé. Et en gros, l'idée, c'est vous êtes prêt à activer une feature, vous cliquez sur le bouton, la feature est activée, et vous reprenez votre vie, quoi. Et éventuellement, si ça se passe pas mal, vous revenez appuyer sur le bouton pour la désactiver, mais c'est à peu près tout. Et ça peut aussi être une sorte de panic button dans votre SI, c'est-à-dire, par exemple, pour passer tous vos trucs exposés à l'extérieur en mode de maintenance, si vous avez un souci de base de données, si vous êtes en train de subir une attaque ou un truc comme ça, ça peut être une bonne solution pour vous laisser un peu de temps. Et le temps, justement, c'est un autre vecteur de conditions d'activation où on va pouvoir en fait donner des conditions
des conditions temporelles. C'est-à-dire qu'on va pouvoir déclarer un flag et lui dire bah, toi, tu seras actif qu'à partir du 17 juin pour la mise en production qui est prévue à cette date-là. Et ça évite à quelqu'un de se lever le 16 juin à 23h59 pour aller appuyer sur le bouton. Ça peut aussi être des trucs un peu plus récurrents, du genre une fonctionnalité qu'on veut désactiver le samedi et le dimanche parce que peut-être que les flags aussi ont le droit de partir en week-end. Bah, ça peut venir se faire avec ça. Il y a d'autres types d'activations qu'on peut croiser dans la nature qui sont plus des trucs un peu techniques. On peut vouloir activer ou non en fonction de l'IP de l'appel, en fonction du navigateur, du hostname. Et il y a même des solutions qui permettent de faire des scripts personnalisés, où en gros vous avez filé à votre solution de feature flag un bout de code et elle va venir l'exécuter à chaque fois que l'état du flag est demandé. Ça permet de faire des trucs très poussés. Ça permet même de mettre du métier dans l'activation de vos flags. Alors je ne sais pas si on veut faire ça, mais en tout cas c'est possible. Et un des trucs les plus utilisés, c'est les conditions d'activation qui sont basées sur les utilisateurs. Donc l'idée, c'est de dire que quand vous allez activer votre flag, il ne va pas être activé pour tous les utilisateurs d'un coup, mais que pour certains utilisateurs. Ça permet de faire plein de trucs. Ça permet notamment de faire du déploiement canary pour déployer votre appli à un subset de votre population pour être sûr que tout prenne pas feu. Ça permet de faire des tests en prod. Bon, c'est un peu honteux, mais je vais l'avouer, j'ai déjà fait ça. On met une application qui a été testée sur plein d'autres environnements en prod, et on se dit, bon, ça marchait partout, j'aimerais quand même vérifier qu'il n'y ait pas une condition spécifique à la prod qui fait que ça ne marche pas. Donc on autorise notre flag que pour notre utilisateur ou notre QA ou un truc comme ça, puis la personne peut tester tranquillement 5-10 minutes avant qu'on ouvre à tout le monde et être sûr que ça fonctionne bien. Ça peut aussi être très utile dans des cas d'early access. Typiquement, si vous avez des early adopteurs de nouvelles fonctionnalités, vous pouvez leur proposer... Excusez-moi pour ça, il faut que je boive. Oh, il y a du suspense là, non? Donc, quand vous avez des early adopters, vous pouvez leur montrer des nouvelles fonctionnalités sur lesquelles vous êtes en train de travailler pour qu'ils vous donnent un premier feedback et vous aident à orienter votre conception métier, tout en gardant vos autres utilisateurs de côté pour leur proposer la fonctionnalité qu'une fois qu'elle sera terminée. Ça peut également permettre de monter en charge progressivement votre appli, c'est-à-dire que si vous avez un truc, vous n'êtes pas sûr que ça tienne la recharge, ben on peut se dire je vais d'abord l'ouvrir à 10%, puis 20%, puis 30% du trafic, et comme ça, on est sûr qu'on ne va pas faire s'effondrer tout le SI en une activation. Et ça sert aussi de base pour l'A/B testing. En fait, l'A/B testing, en gros, c'est du feature flag avec un truc en plus par-dessus, parce que l'idée, ça va être de diviser le trafic en disant bah, je veux que 20% de mes utilisateurs aient telle variante et les 80% aient telle variante. Et ce que l'A/B testing fait, c'est qu'on rajoute sur ce truc-là des idées de bah, cette variante-là a mieux marché que l'autre, parce qu'on a vendu plus, ou parce que le client a plus été sur telle page. Enfin, après, il faut définir le critère de réussite. Mais en tout cas, ça a une base de feature flag en dessous pour faire le split du trafic. Et donc tout ça, c'est des trucs de prod, donc c'est des use cases assez utiles. Mais le feature flag, ça peut aussi être très utile dans votre flow de développement. Alors, un truc qui peut être assez intéressant, c'est si jamais vous êtes dans une entreprise, vous êtes assez limité en termes d'environnement. Imaginons que vous avez des gros logiciels qui coûtent un peu cher à instancier, ou des licences à payer, ou des machins. Vous ne pouvez peut-être pas avoir autant d'environnement que vous voulez pour tester toutes les versions de votre applicatif. Et bien en fait, avec les feature flags, vous allez pouvoir virtuellement avoir 2 versions de l'applicatif déployées sur un même environnement. Parce que vous avez une nouvelle fonctionnalité qui est développée derrière un flag. Ce flag-là, il est activé pour les gens qui travaillent dessus, éventuellement les testeurs qui ont besoin de le tester et tout. Et ce flag-là, vous pouvez le désactiver pour le reste de votre équipe qui, par exemple, travaille à corriger des bugs sur la version actuelle du livrable. Et en fait, de cette manière-là, vous pouvez un peu arnaquer l'environnement en ayant virtuellement 2 versions ou plus, même si vous êtes très chaud, de votre application de déployer dedans. Un autre truc qui est hyper intéressant pendant la phase de développement, ça va être en termes de flow de dev. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec le concept du merge hell. Ça doit se traduire par enfer de la fusion, j'imagine. Ça va bien avec le thème de DevQuest d'ailleurs. Et en fait, l'idée, c'est que quand vous faites du Gitflow ou des choses comme ça, vous pouvez, alors c'est loin d'être systématiquement le cas, mais vous pouvez vous retrouver dans des situations où vous avez des feature branches qui vivent très longtemps. C'est-à-dire, on met une partie de l'équipe sur une première grosse feature, une autre partie de l'équipe sur une deuxième grosse feature, ils bossent 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois, plusieurs mois si vous avez vraiment pas de bol. Et à un moment donné, on va vouloir intégrer ce qu'ils ont fait. Donc, les premiers qui mergent, il n'y a pas de problème. Ils vont retrouver la branche principale dans un état assez proche du moment où ils ont forké. Il va peut-être y avoir quelques correctifs de bugs et tout, mais le merge ne devrait pas être trop compliqué. Les deuxièmes qui vont merger,
bah, il n'y a pas de bol, quoi. Parce que du coup, eux, l'état initial de leur application et l'état où ils en sont maintenant, ça n'a juste plus rien à voir, quoi. Ils ont toute la feature 1 qui est arrivée. S'ils n'ont pas de bol, en plus, ça tape sur les mêmes fichiers, sur les mêmes endroits, etc. Et du coup, ça donne des merges qui sont horribles à faire. C'est hyper long, c'est hyper compliqué. Vous mergez des trucs que vous ne comprenez pas toujours. Et vous avez intérêt d'avoir des sacrés tests de non-régression pour être sûr d'avoir rien pété au bout du compte. Et du coup, un flow alternatif qui se popularise vachement, c'est un truc qui s'appelle le trunk-based development. Et en fait, l'idée de ce flow-là, ça va être de faire le plus de trucs possible sur la branche principale de votre repo et d'utiliser les feature flags si vous avez besoin pour cacher les fonctionnalités. C'est-à-dire que l'équipe qui travaille sur la feature 1, elle va faire ses commits qui concernent la feature 1, et ces commits-là vont être cachés derrière un flag. Et bah, ce flag-là, il va être actif que pour les membres de cette équipe-là, ce qui fait que les autres membres de l'équipe ne verront pas cette fonctionnalité. Donc on avance dans le flow de dev. On a besoin d'une deuxième fonctionnalité, bah, pas de problème, on crée un deuxième flag et on cache le développement de la deuxième fonctionnalité derrière ce deuxième flag-là. Et bah, c'est pareil, peut-être qu'il y a des gens qui auront besoin d'avoir les deux flags d'activer, genre des testeurs ou quoi, pour être sûr que ça aille dans le bon sens, mais globalement, chaque équipe ne voit que ce qu'elle est en train de faire. Cependant, le code est intégré sur la même branche, ce qui fait qu'en fait, on n'aura pas un merge cataclysmique à la fin, on a des petits merges à faire au fur et à mesure, ce qui est quand même beaucoup plus simple. Alors, le trunk-based, il y a des variantes du trunk-based pour des grosses équipes où on dit qu'on a quand même le droit de faire des features branches. Mais en gros, l'idée, c'est que ça doit vraiment pas durer longtemps. Genre, je crois que j'ai eu des trucs qui parlaient de 2 jours. Enfin, faut vraiment pas que ce soit très long, bah, justement pour pas retomber dans le cas précédent. Et en fait, bah, l'idée, c'est que là, tout est intégré en continu. Et même si à ce moment-là, vous avez besoin de faire une release et que ça parte en prod, bah, c'est pas grave. Vous réalisez, ça part en prod. Vous laissez vos 2 flags désactivés et du coup, bah, votre application elle va fonctionner correctement. Ok, alors pour faire une petite pause après toute cette théorie, je vous propose une petite démonstration pratique pour mettre un peu de concret derrière tout ça. Alors, c'est là que je vois que mon écran... Ah oui, je me fais avoir à chaque fois, je crois qu'il faut que je fasse ça. Parfait. Donc ça, c'est l'application que je vous présentais tout à l'heure. Bon, elle est un peu bidon, hein. C'est pas une vraie appli qui fait des trucs, mais bon, en tout cas, elle présente des choses et on peut cliquer. Donc c'est mon application de vente de livres en ligne. Alors moi j'aime beaucoup celui-là parce que je trouve que c'est un truc qu'on retrouve parfois dans notre milieu. Et donc en fait, vous voyez, vous avez une liste de livres, vous cliquez sur le livre et vous avez une description qui est générée par IA, ce tool qui est vraiment à la pointe de la modernité. Et donc bah, du coup voilà, c'est à peu près tout ce que ça fait. Mais moi je vais vouloir venir faire des modifications sur cette appli. Alors là, j'ai déjà livré la version d'après, c'est-à-dire que toutes les fonctionnalités dont j'ai besoin sont là, mais elles sont désactivées. Et pour vous le prouver, eh bien, je vais tout de suite me connecter à ma solution de feature flag centralisée qui s'appelle Izanami. Et donc là, bon alors Izanami, je vous fais un très rapide tour du propriétaire. C'est pas forcément l'objet du truc, mais en gros, on a des tenants. Dans les tenants, on a des projets. Dans les projets, on a des features. Voilà, ça permet de ranger un peu le bazar. Et par exemple, ce que je vais vouloir faire, c'est je vais vouloir dire, tiens, bah là, ma feature qui s'appelle Summer Sale, hop, je vais venir l'activer. Et du coup, là, si je rafraîchis ma page dans mon application, on voit que j'ai des réductions qui sont apparues. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le back-end de cette application-là, il utilise un client pour se connecter à Izanami et tout. Et là, il a une requête sur les livres. Et du coup, il a vu que la feature qui concerne les soldes d'été était activée. Donc, il a rajouté les informations qu'il avait déjà, mais qui cachait sur les soldes d'été dans le flux de réponse. Et mon front-end était déjà prêt à comprendre ça, donc ça n'a pas posé de problème. L'activation du flag s'est fait comme ça. Donc là, vous avez vu, j'ai eu un flag où j'ai quand même dû recharger la page pour que ça marche. Avec ce que je vous ai présenté tout à l'heure sur notamment les serveurs sent event qui sont envoyés au fil de l'eau, en fait, on peut même s'affranchir de cette contrainte-là. Alors, je vais vous montrer. Là, sur mon site, j'ai un petit bouton qui permet de m'envoyer un mail, si jamais vous n'êtes pas satisfait du livre que vous avez acheté pour une raison ou pour une autre. Et je voudrais aussi rajouter un support téléphonique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir activer ce support téléphonique. Et là, vous voyez, il y a un petit bouton Colus. Alors, Colus, c'est le dire avec un très mauvais accent anglais, mais vous voyez l'idée. Il y a un petit bouton qui est apparu. Et en fait, comment est-ce que ça marche? Eh ben, c'est que mon front-end, alors je peux vous montrer le code, il a ouvert ce qu'on appelle une event source vers le back-end. Donc, c'est un truc qui permet de recevoir des serveurs sent event. Et en gros, je me suis abonné à cette event source. Et quand je la reçois, je viens updater la feature qui est concernée. Et donc, bah, ça permet d'avoir des features qui s'activent ou se désactivent sans qu'il y ait besoin de recharger la page. Alors, n'en mettez peut-être pas trop non plus parce que c'est quand même un peu désagréable d'un point de vue utilisateur d'avoir des trucs qui apparaissent et qui disparaissent sans qu'ils fassent rien, mais ça peut être intéressant. Et en réalité, là où c'est surtout intéressant les serveurs sent event, c'est, en tout cas dans ce cadre-là, c'est dans la communication de back-end à back-end. C'est-à-dire que mon back-end pourrait s'abonner avec un client à Izanami et
s'abonner aux événements du coup de mise à jour des features, et ce qui fait qu'en fait il va toujours avoir les informations des features au fil de l'eau qui vont lui arriver, et il va pouvoir maintenir un cache avec les dernières versions des features dedans, et puis comme ça quand on demande l'état des features, il n'a même pas besoin de faire un appel réseau, il les a déjà au fil de l'eau qui sont mises à jour. Donc ça c'est plutôt cool. Faut que je retrouve la bonne fenêtre, j'étais dedans, j'étais pas dans le bon onglet. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut aller un peu plus loin. Par exemple, mon support téléphonique, finalement, les mecs qui le gèrent sont pas très contents d'être appelés à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, parce que mon site a beaucoup de succès. Et du coup, je vais venir ajouter des conditions d'activation spécifiques. Donc on va dire que finalement, on veut que ce soit actif tous les jours, sauf le samedi et le dimanche. Et on va dire que idéalement, on veut que ce soit actif de 8h à midi, ça vous semble bien, et 14h. Non, je fais n'importe quoi, excusez-moi, j'ai cru que j'avais tous les trucs en un. Donc de 8h à midi, et on va en mettre un autre quand même parce qu'il faut travailler aussi l'après-midi, hop, de 14h à 17h. Voilà. Et donc comme ça, ça conditionne l'activation de cette feature, c'est-à-dire que si on requête son état, l'état de mon flag sur cet horaire-là, Izanami va répondre que le flag est actif, et si c'est en dehors de cet horaire, évidemment, ce sera marqué comme étant inactif. Je vérifie, il n'est pas encore midi, on est dans les temps. Donc ça c'est bon. Et on peut aussi faire des trucs un peu plus poussés. Alors je vais vous montrer par exemple pour la feature de commentaires dont je vous parlais tout à l'heure. Je vais vous montrer comment on peut faire du déploiement progressif d'une feature en utilisant ça. Alors donc je vais l'activer et je vais rajouter une stratégie d'activation. Je vais dire que je veux que je vais définir une stratégie qui est... Ouais, ça doit être tout petit. Alors je sélectionne le lundi 17, donc lundi prochain, et je vais dire que je veux que ce soit actif que pour 10% de mes utilisateurs. Okay, et en fait, ce que je vais vouloir faire avec ça, c'est augmenter progressivement le nombre d'utilisateurs qui ont accès à ma fonctionnalité pour justement être sûr que mon infra tient la charge, que j'ai pas trop d'appels clients qui me disent que ça marche pas, etc. etc. Et donc, ça se fait assez simplement. Hein. Je vais en rajouter une deuxième. On va dire, donc là, la première, c'était lundi 17. On va dire que le 24, si on n'a pas eu de problème, on va déployer pour 50% des utilisateurs. Et on va dire que, je me perds, et on va dire que finalement, si on n'a toujours pas de problème à partir de la semaine d'après, donc peut-être le 1er juillet, en plus c'est une bonne date le 1er juillet pour activer un truc, et ce sera accessible pour tout le monde. Et on va quand même se mettre un petit truc pour se mettre en sécurité, c'est-à-dire que je vais dire qu'à n'importe quel moment, j'ai une liste d'utilisateurs, alors qui, on imagine, travaillent pour l'entreprise et qui auront accès à ce truc-là. Donc on peut par exemple mettre un mec qui s'appelle Dev et un mec qui s'appelle Ops, par exemple. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ces personnes-là, elles auront toujours accès à la feature, quel que soit le pourcentage d'accès donné, ça leur permettra d'aller faire du debug. Et donc là, si je rafraîchis ma page, alors on n'est pas encore le lundi 17, donc on ne devrait pas voir les commentaires, mais on les voit quand même parce que en fait, je suis connecté en tant que dev sur cette application-là. Donc je vois ces sublimes commentaires dans mon appli. Donc voilà un petit peu ce que ça permet de faire. Il y a un dernier truc que je voudrais vous montrer. Je vous parlais de features qui étaient activables par du script tout à l'heure, par des scripts. Et en fait, on a un outil à la Maïf qui permet de compiler du WASM. Alors, est-ce que tout le monde voit ce que c'est le WASM? C'est une question rhétorique, je vais expliquer quand même. Donc en fait, le WASM, c'est vous prenez un langage, vous pouvez le compiler dans un format binaire qui, à la base, c'était prévu que pour le navigateur, mais maintenant, c'est exécutable aussi en dehors du navigateur. Et en fait, ça vous donne donc un format binaire qui est exécutable dans plein de runtime différents. Et c'est vraiment un truc idéal si vous avez besoin d'embarquer des scripts qui ne sont pas à vous dans votre appli, parce que l'exécution de ce truc-là, il est sandboxé, parce qu'il y a des runtime dans tous les langages, parce que c'est hyper à la mode, et pour plein d'autres bonnes ou mauvaises raisons. Et donc, en fait, ce que permet de faire cette brique-là, qui s'appelle Wasmo, qui est une brique qui est utilisée principalement par nos outils, ça va être de définir un petit fichier. Donc là, moi, j'ai fait du JavaScript, parce qu'on peut faire du Go ou du Rust, mais c'est moins mes langages de prédilection. Et en fait, je définis une fonction qui, en entrée, va prendre un contexte, et je vais renvoyer un objet qui me dit « Ok, la feature, elle doit être active si dans le contexte, il y a un truc qui s'appelle Firefox. » Alors, qu'est-ce que c'est l'objectif derrière ça? Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui utilisent Firefox dans la salle ou pas? Ah, je suis content. Moi, j'aime beaucoup Firefox et il n'y a rien qui m'énerve plus que d'aller sur un site avec mon Firefox qui marche très bien et que le site me dise non, c'est pas compatible, il faut utiliser Chrome. Donc du coup, moi, j'ai décidé que j'allais faire l'inverse sur mon site, c'est-à-dire que quand les gens arrivent avec autre chose que Firefox, on va leur afficher un petit message en disant que le site marche pas bien. Je suis diabolique, je vous l'accorde. Donc, alors, en théorie, cette UI-là, elle compile et tout, mais alors, ça nécessite un npm install, j'ai le proxy d'entreprise qui est désactivé, enfin, il y a tout un tas de trucs qui vont faire que ça peut pas bien se passer. Donc, je l'ai déjà compilé, ici, dans une version qui est présente ici. Alors,
non, je ne vais pas l'ouvrir, c'est du code binaire, ça ne va pas trop vous intéresser. Et je vais venir, hop, éditer ma feature qui s'appelle Browser Support. Déjà, on va l'activer. On va dire qu'on n'est pas sur une condition d'activation classique, on va dire qu'on veut faire un script WASM, on va lui donner un nom, on va mettre Firefox Forever, par exemple. On va dire qu'on se connecte à une instance de Wasmo. Donc Wasmo, c'est le truc à côté qui permet de compiler du WASM. Si vous n'avez pas envie d'avoir d'instance de Wasmo en production, vous pouvez aussi télécharger votre truc compilé en base 64 et l'intégrer directement dans Izanami. Ça vous évite d'avoir une brique en plus. Vous perdez tout ce qui est versionning et tout, mais ça peut être un bon premier pied dans ce truc-là. Donc là, on voit que j'ai pas du tout dû m'y reprendre à plusieurs fois pour que ça marche. Je vais prendre la dernière version et je vais sauvegarder ma modification. Il faut juste que j'aille activer. Alors, j'avoue, je modifie du code, c'est pas bien, mais c'était pour pas que ça vous affiche des trucs perturbants dès le début. Donc là, je suis sur Firefox, j'ai mon truc qui est activé, du coup, tout marche bien. Je vais ouvrir un navigateur concurrent. Hop là. Et là, du coup, j'ai ce petit bandeau, bon ça va, j'ai pas été trop intrusif quand même, qui dit Your browser is not supported. Et donc en fait, la manière dont c'est implémenté, c'est pas non plus de la magie, hein. Il faut quand même que le client m'envoie une info. Et en fait, c'est que... alors attendez, ça y est, je me suis perdu. Ce truc-là, voilà. En gros, donc ça, c'est un appel qui part du front, mais qui est proxifié par mon backend vers Izanami. J'ai un petit endpoint qui fait proxy pour que le front puisse récupérer ses features à lui sans que le back ait besoin de les connaître. Et en fait, Izanami, on peut faire autre chose que des get pour récupérer l'état d'une feature. On peut lui filer un post avec un contexte dedans. Et ça, typiquement, pour les feature scripts, c'est super utile parce que ça vous permet de passer des entrants à votre script qui est derrière pour qu'il ait des trucs métiers sur lesquels s'exécuter. Donc voilà, ça permet de faire des trucs assez puissants. Alors encore une fois, il faut peut-être pas trop en abuser parce que on peut vite perdre le contrôle de ce qu'il y a là-dedans et plus comprendre pourquoi une feature s'active ou s'active pas. Mais ça permet quand même d'avoir une bonne flexibilité. Je vous montre un dernier truc dans cette démo. Il y a un problème qui revient souvent du coup quand on présente des outils de feature flag comme ça, c'est la gestion des environnements. Et du coup, alors dans Izanami, on n'a pas de contexte d'environnement à proprement parler. On a plutôt implémenté ce qu'on a appelé des contextes. Et en fait, les contextes, en gros, c'est comme un environnement, mais ça peut faire plus qu'un environnement. C'est-à-dire que je vais déclarer un contexte, par exemple, qui s'appelle prod, ici. Et en fait, voilà, on peut s'en servir comme des environnements, mais on peut aussi se servir de contexte pour faire passer d'autres infos. Par exemple, je peux créer un sous-contexte de prod qui s'appelle que ça marche pas. On va l'appeler fou. Hop, j'ai du mal à nettoyer ma démo d'avant, de quand je répétais. Donc du coup, j'ai un contexte de production et je mets un sous-contexte qui peut par exemple servir à indiquer qu'on est sur une utilisation mobile ou on est sur Android ou des choses comme ça. Enfin, ça peut être une autre manière de faire passer des infos. Et en fait, dans ces contextes-là, on va venir pouvoir définir des stratégies d'activation custom. Par exemple, ma feature qui embête les gens quand ils n'utilisent pas Chrome, bon, on va peut-être quand même se dire qu'on ne veut pas trop l'activer en production. Donc on va dire que je vais créer une surcharge au comportement de cette feature-là. Et je vais dire que je veux juste qu'elle soit complètement désactivée quand on est en production. C'est juste une blague un peu potache avec mes collègues développeurs. Donc voilà. Et alors je vais vous montrer. Alors là pour le coup mon application n'est pas codée pour envoyer des contextes, mais hop là, je vais prendre un petit client HTTP. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, en gros là je colle l'identifiant de ma feature dans l'URL. Donc ça, c'est une URL d'appel à Izanami. C'est fait par le client habituellement, donc on ne la voit pas forcément. Et donc si je l'appelle en mettant que c'est un contexte de production, du coup ma feature est bien désactivée. Et par contre, si je l'appelle sans mettre de contexte de prod, ah oui, il faut que je lui passe un body. Excusez-moi, tac. Hop là. Faut jamais vouloir avoir des idées de démo en live. Tac. Je vais vous montrer quand même pour... Tac, on va dire qu'on a un objet browser. De toute façon, je vérifie juste qu'il y ait Firefox dans la chaîne du body, donc je peux mettre ça à peu près n'importe comment. Et donc là, tac, voilà. Et donc là, elle me renvoie bien trop parce qu'on a bien détecté qu'il y avait Firefox et que c'était le gentil navigateur. Et si je mets autre chose que Firefox, du coup, ça répond bien faux. Donc voilà comment est-ce qu'on peut gérer les environnements et potentiellement un peu plus dans des outils comme ça. OK. C'était tout pour cette démo. Et maintenant, on a fait beaucoup de théories, on a fait de la démo avec plein d'écrans et tout, des listes, des machins. On va se reposer un peu. Je vais vous raconter une histoire. Alors, c'est l'histoire d'une entreprise qui s'appelait Knight Capital, je ne suis pas sûr de bien le dire, qui s'appelait Knight Capital, pour ceux qui ont le même niveau d'anglais que moi. En plus, c'est cool parce que le nom de l'entreprise est bien en phase avec le DevQuest. Et c'est une entreprise qui faisait du trading automatisé.
qui utilisaient des feature flags, qui a priori étaient plutôt contents jusqu'à ce qui va se passer, et qui ont voulu mettre à jour leur algorithme de trading automatisé. Voilà, ils avaient une petite modif à faire parce qu'il y a des trucs de marché qui ont changé et tout. Et ils ont décidé, alors je ne sais pas exactement pourquoi, peut-être qu'il y avait un manager qui est venu mettre la pression aux équipes de dev, peut-être qu'ils ont décidé ça tout seul, j'en sais rien, mais en tout cas, de réutiliser un flag qui était déjà existant, qui était utilisé pour autre chose dans la version d'avant. Il s'appelait PowerPay. On y reviendra un peu après à ce que faisait ce flag. En termes d'architecture, l'application était instanciée 8 fois. Ils avaient 8 instances de l'application. Et du coup, leur plan était assez simple. Ils avaient une version de l'application. Alors, je mets V1, évidemment, c'était sans doute pas la V1, mais c'est pour l'exemple. Et un flag. Le cas de base, c'est que l'appli était en V1, le flag était désactivé. Le plan, c'était on monte l'application de version. On attend d'être prêt à activer la feature, et quand on est prêt, on active, et ça marche bien, tout le monde est content. Un truc assez classique finalement de mise en prod avec des flags. À votre avis, qu'est-ce qui s'est mal passé? Vas-y, je vous laisse me proposer des trucs pendant que je rebois de l'eau. Donc tout le monde pense que tout s'est bien passé. En fait, ce qui s'est mal passé, c'est qu'ils n'avaient pas vraiment de process de déploiement automatisé des nouvelles versions des applications, et ils avaient a priori des petits trous dans leur process de supervision aussi. Ce qui fait que quand ils ont déployé la V2 de l'application, en fait, il y a une appli qui est restée en V1. Ils ne s'en sont pas rendus compte, ça peut arriver. Du coup, ils ont attendu patiemment le bon moment de mettre en prod leur nouveau flag, ils l'ont activé, et ce qui fait qu'il y a cette appli qui marchait nickel, et il y a une appli qui s'est retrouvée en production avec un flag d'activé qui conditionnait un truc. Mais du coup, c'est le bon moment de se poser la question, mais au fait, il faisait quoi ce truc ? Alors, pour vous répondre, on va faire une toute petite plongée, alors je vous rassure, j'y connais que dalle, dans le monde des algorithmes de trading. En gros, l'idée d'un algorithme de trading, c'est d'acheter quand c'est pas cher et de vendre quand c'est cher. Et du coup, on a gagné de l'argent. Ça va tout le monde? C'est assez technique, je vous l'accorde. Et en fait, ce flag qui s'appelait PowerPay, eh ben, assez surprenamment, il faisait exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il achetait, il vendait un peu n'importe comment, du coup, lui, il s'en foutait complètement de perdre de l'argent. Et alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on a voulu avoir un flag comme ça sur une application un jour? Eh bien, tout simplement parce que ce flag était jamais supposé être activé en prod. C'était un truc pour les environnements de test, de recettes et tout, pour simuler des fluctuations de marché et être sûr que les algorithmes, voire peut-être un peu reverse engineer les algos des concurrents, se comportaient bien dans telle ou telle situation. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ce truc-là s'est retrouvé en production. Et du coup, ils ont commencé à perdre un peu d'argent, quoi. Petite question pour vous. Vous êtes dans cette situation. Qu'est-ce que vous faites? Alors, je vais vous demander de jouer le jeu. Qui pense qu'il faut rollbacker en V1 pour revenir dans la situation stable dans laquelle on était avant? OK. Qui pense que c'est une bonne idée de désactiver le flag pour couper toutes ces conneries? OK. Qui montrait le dernier serveur en V2? OK. Vous avez le droit de lever plusieurs fois la main. Et qui ferait rien parce que bon, 7 sur 8, franchement, c'est pas si mal, quoi. En fait, il y a deux bonnes réponses. Il y a soit vous désactiviez la feature et du coup, vous allez revenir dans le mode où vous étiez avant et ça a bien marché, ou alors vous montez le dernier serveur en V2 à leur décharge. Je ne sais pas si ils avaient percuté au moment où ils ont réglé la crise qu'il y avait un serveur en V1, donc cette option-là leur était pas disponible. Ils ont choisi la A. C'est-à-dire que a priori, ils n'avaient pas vraiment de process sur qu'est-ce qui se passait quand l'activation d'un flag se passait mal. Donc, ils ont fait ce qu'intuitivement, on peut penser comme étant une bonne idée. Ils se sont dit, la mise en prod n'a pas marché, on rollback. Et ils se sont du coup retrouvés avec 8 serveurs qui perdaient de l'argent plutôt qu'un seul. Ça leur a coûté un peu cher. Puis ça leur a coûté beaucoup plus cher quand leur action a perdu en cours de bourse, et ça leur a coûté encore plus cher quand ils se sont pris une amende par l'autorité de régulation du marché qui est venue les voir en disant « Qu'est-ce que vous avez foutu avec votre truc de trading ?» Donc bon voilà, ça a une petite perte d'argent sur ce coup-là. Au-delà du fait que ce soit un peu drôle, même si j'imagine que pour eux ça l'est témoin, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon? Alors la première leçon, c'est d'essayer de surtout pas réutiliser des flags qui servaient à autre chose dans la version d'avant. Alors ça peut sembler intuitif, mais j'imagine qu'eux aussi, on leur a posé la question, ils auraient dit bah oui, mais n'empêche qu'ils ont fini par le faire. Utiliser des noms clairs, parce que là, le flag s'appelait PowerPeg. Franchement, un flag qui s'appelle PowerPeg, on ne sait pas trop, quoi. On clique dessus, on clique pas dessus, on ne sait pas ce que ça conditionne. Donc comme pour tout en informatique, mais particulièrement pour les flags, à plus forte raison si vos flags se retrouvent distribués entre plusieurs applis, c'est hyper important d'avoir un nom clair qui dit ce que ça fait, de mettre une description éventuellement, etc. Du coup,
vous aviez quand même globalement plutôt tous la bonne réponse. Je suis extrêmement déçu que personne n'ait voulu rollback en V1. Mais du coup, si jamais l'activation d'un flag se passe mal, le premier truc à essayer, c'est sans doute de le désactiver pour voir si ça ne résout pas le problème. Et après, on peut penser à rollback une fois qu'on l'a désactivé. Et le plus important, c'est que, et je vous en ai déjà parlé quelques fois et je vais vous en reparler, c'est que c'est vraiment hyper important quand vous commencez à industrialiser votre process de feature flag d'avoir une stratégie de décommissionnement des flags. C'est-à-dire que votre flag, vous l'introduisez dans votre outil de feature flag, vous l'introduisez dans votre code, et une fois qu'il ne sert plus, c'est-à-dire une fois que votre feature a été mise en prod, qu'elle est stable et tout, c'est vraiment hyper important de l'enlever des deux endroits. Alors après, vous avez des fois des flags qui ont vocation à rester. Je vous parlais des panic buttons tout à l'heure et tout, ce genre de truc qui coupe, qui met tout le site en maintenance ou des choses comme ça, il n'y a pas de problème pour que ça reste. Mais les petits flags temporaires, il faut vraiment les dégager. Pourquoi ? Parce que plus vous rajoutez des flags, plus vous avez d'états théoriques possibles dans lesquels se trouve votre appli. Vous avez 2 flags, déjà vous avez 4 états possibles, parce que les 2 peuvent être activés, les 2 désactivés, le premier activé, le deuxième désactivé, l'inverse, ça fait 4 états. Et en fait, ça explose hyper rapidement, le nombre d'états possibles que vous avez avec votre nombre de flags. Bon, alors évidemment, tous les flags ne sont pas forcément sur la même portion de code, donc c'est peut-être pas dramatique d'avoir 3, 4, 5, 10 flags. S'ils sont tous sur des portions de code bien séparées et tout, on arrive quand même à comprendre. Mais n'empêche que l'accumulation de flags, surtout quand ils portent sur la même portion de votre code, ça nuit gravement à la compréhension de votre code, parce que du coup, quand on lit votre code, on a des embranchements de partout. Et alors peut-être que vous le savez, que ce flag-là, il est désactivé depuis 6 mois, et qu'en fait, il ne sera jamais réactivé parce qu'il est plus utilisé. Mais n'empêche que pour les gens qui arrivent sur l'appli, c'est hyper compliqué d'appréhender tout ça. Et même pour vous, mine de rien, c'est quand même de la charge mentale que vous pourriez utiliser à meilleur escient. Ça rend votre code peu prédictible parce que quand vous avez 1024 états possibles à votre application, puisque vous avez 10 flags, c'est vrai que vous avez intérêt d'avoir une bonne suite de tests, quoi. Si les trucs ils sont sur le même bout du code, ça vous fait quand même pas mal de scénarios à tester. Donc vraiment, c'est hyper important. J'insiste vraiment beaucoup là-dessus, mais si vous faites des feature flags, vous en avez un ou deux et tout, c'est pas grave. Mais sinon, si vous vous lancez dans l'industrialisation de ce process-là, c'est très important de décommissionner régulièrement vos flags, parce que sinon, ça va finir un jour ou l'autre par se retourner contre vous. Un dernier point dont je voulais vous parler, qui est problématique à sa manière, mais on a des solutions, c'est tous les aspects résilience et performance. En fait, le fait d'avoir une solution de feature flag centralisée, je vous le disais tout à l'heure, c'est une brique en plus que vous rajoutez dans votre SI. Qui dit on rajoute une brique en plus dans le SI, il faut la superviser, il faut la monitorer, il faut gérer les cas où elle est par terre. Et pour une solution de feature flag centralisée, alors comme il y a le mot centralisé dedans, on a un assez bon indice sur le fait que ça va être la merde si elle tombe. Donc, il faut vraiment que les applications clientes soient capables de gérer ça. Alors, une manière assez simple de le faire, c'est une valeur par défaut. En gros, vous n'arrivez pas à appeler votre flag, vous dites bah, OK, je ne l'ai pas appelé. Ma valeur par défaut, c'est je désactive la feature. Alors, peut-être ça va désactiver un truc en prod qui a été activé. Mais au moins, vous savez que vous êtes dans un état que vous connaissez. Il peut aussi y avoir des problèmes de latence, parce que quand vous avez une brique que vous appelez en HTTP, si vous avez besoin de l'appeler à chaque fois que votre client vous appelle, bah, ça peut impacter vos performances et ça peut être un peu pénible. Donc ça peut être bien déjà de mettre un timeout de requête pour être sûr que votre requête ne prenne pas 30 secondes dans la vue juste à cause de ça. Alors, ça n'arrivera pas avec Izanami, bien entendu. Et une autre stratégie qu'il peut avoir, c'est de mettre une stratégie de cache. Alors attention avec le cache sur les feature flags, il y a un petit piège. Vous n'allez pas vouloir cacher si le flag est actif ou pas. Parce que typiquement, si vous le requêtez avec un utilisateur qui s'appelle Bob, le flag va dire qu'il est actif. Et vous avez un deuxième utilisateur qui arrive qui s'appelle Alice, vous n'allez pas savoir s'il est actif ou pas. Parce que peut-être que votre flag, en fait, sa condition d'activation, c'était qu'il était actif que pour Bob. Mais ça, il n'y a que le serveur de feature flag qui peut le savoir. Donc une solution qui est implémentée en même temps que toutes les autres, souvent dans les clients, c'est de mettre en cache les conditions d'activation. Et c'est ce que fait par exemple le client Izanami. On en a un en Java, on va en avoir un en Node bientôt. En fait, il récupère non seulement l'état de la feature, mais également les conditions d'activation de la feature. Et localement, il sait recalculer si une feature est active ou pas. Parce que finalement, c'est pas très compliqué. Quand c'est une feature en mode date, il faut regarder à quelle date on est. Une feature en mode utilisateur, il faut regarder quel utilisateur est là. Et en gros, il préfère garder les conditions d'activation dans le cache. Comme ça, il est sûr de toujours donner la bonne réponse quand on lui demande dans quel état est le flag. Et donc, c'est pour tous ces trucs-là. En fait, ça peut être tentant de se dire c'est juste un appel HTTP, je vais le coder moi-même. Mais en fait, généralement, les solutions de feature flag, elles fournissent des clients qui permettent un peu de gérer tous ces aspects-là. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais bon, bien sûr, Izanami, c'est pas du tout la seule solution qui fait ça. Il y a une solution qui monte pas mal en ce moment qui s'appelle LaunchDarkly, qui est une solution qui fait un peu la même chose et sûrement beaucoup plus de trucs qu'Izanami qui existe. C'est une plateforme de feature flag centralisée. Vous en avez une côté AWS dont je me rappelle plus le nom. Vous en avez une autre qui s'appelle OptimizeD, je crois, qui permet aussi de faire ça. Enfin, vous avez plein de solutions différentes. Donc, c'est pas du tout. L'idée, c'est pas du tout de vous dire il y a que Izanami qui est bien. Il y a plein de trucs sur le marché, mais il y a quand même un certain nombre de trucs auxquels il faut faire attention quand on les utilise.
Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'ai glissé un subtil message sur la dernière slide. S'il vous plaît, donnez-moi du feedback sur ce talk. J'espère que j'ai mis le QR code assez gros. C'est la première fois que je le donne et du coup, je suis hyper preneur de tout ce que vous avez aimé, pas aimé, de vos propositions d'amélioration, etc. Et puis, si vous êtes intéressé par Izanami ou les autres produits open source, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, merci beaucoup. Merci Benjamin pour ce talk qui, j'espère, aura ouvert vos chakras avant le déjeuner. On peut prendre quelques questions. Merci pour l'hommage à la balise Blink, quand même. Oui. Le feu de la balise Blink. Ouais, le micro arrive derrière. Tu nous as montré la possibilité d'activer par rapport à un pourcentage. Ouais. Comment ça fonctionne? C'est du random ou... Non, c'est une très bonne question. Merci. En fait, j'ai hésité à l'inclure dans le talk. Du coup, je suis content que tu me poses la question. Non, en fait, la manière dont ça marche, c'est que les clients envoient un username à Izanami. Donc, bon, l'idée, c'est que ce truc-là, c'est soit le nom de ton utilisateur ou soit ce que tu veux, mais idéalement, il ne faut pas que ça change pour une même personne. Et en fait, on utilise un algo derrière qui s'appelle Murmure-Hash. C'est un algorithme de hachage qui garantit une bonne répartition des résultats. Donc, on hash le username et on regarde quel chiffre ça donne. Et si c'est inférieur au pourcentage, on active la feature. Et si c'est supérieur, on la désactive. Donc, ça nous garantit à la fois que tu vas avoir un hachage, que ça va être consistant parce que le même username aura toujours le même hash et donc toujours la même UI. Et ça nous garantit aussi qu'il y a une répartition un peu uniforme des usernames qui sont derrière. Du coup, ça marche pas sur de l'anonyme. Enfin, genre si t'es pas logué, Ouais. tu vas avoir des problèmes. Bah, Après, en fait, tu peux générer un ouais, c'est username ça, en fait. sur le contexte, mais Ouais. ce mec qui refresh sa page, tu peux En le fait, perdre. c'est ça. C'est tu génères un ID. Alors peut-être tu le mets dans le local storage si tu veux vraiment que ça marche ou quoi. Mais oui, en fait, il faut que toi, tu trouves un moyen d'avoir un identifiant qui va pas changer dans ton appel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, quand tu as fait ta démonstration, Ouais. quand tu as fait ton appel API, tu requêtais directement ton feature flag. Oui. J'ai vu des projets où il y avait pas mal de feature flag et où justement faire les appels réseau pouvait prendre quand même un certain temps. Mhm. Est-ce qu'il y a la possibilité de récupérer tous les feature flags en Ouais, un seul appel? Absolument. J'ai un écran pour ça. Alors, dans Izanami, on a... Oh là, je suis très zoomé. On a ce qu'on appelle un... Vous auriez pu me le dire que j'avais oublié de quitter la slide, bande de petits malins. Alors, on a un truc qui s'appelle le Query Builder. Vous n'êtes pas obligé de le prononcer avec cet accent-là. Et où, en gros, l'idée, ça va être de vous aider justement à construire vos URL. Donc, imaginons que moi, je veuille le flag du support téléphonique et du commentaire. Et ben en fait, il va venir te crafter l'URL dont tu as besoin. Tu peux tout mettre dedans. Tu peux même le tester. Tu peux même voir le JSON que ça renvoie. Ça permet de vraiment prototyper ton truc et d'être sûr que ça va fonctionner correctement. Donc, oui, tu peux récupérer plein de flags en un seul appel. Tu peux même dire que tu veux carrément récupérer tous les flags d'un projet donné. Et il y a également, si vraiment tu vas aller plus loin, il y a un système de tags aussi dans Izanami. Tu peux mettre des tags sur tes features et tu peux venir filtrer les features récupérées en fonction des tags et tout. Enfin, il y a moyen de faire des trucs assez poussés et de récupérer juste ce qui t'intéresse. D'accord, du coup, si tu veux faire de la dégradation gracieuse, si ton site a une surcharge ou quoi, Ouais. tu peux faire en un seul appel API et tu n'es pas obligé de te faire tes 5 appels. Ouais, exactement. Ok, cool, merci. Il nous reste 2 minutes, si vous voulez. Sinon, de toute façon, la Maïf est partenaire Oui. du DevQuest, donc il y a un stand. J'imagine qu'ils pourront répondre à vos questions. Qui pourrez-vous venir pendant le déjeuner ou pendant Si la vous n'avez journée. pas de questions, on va tous manger plus tôt, je vous en voudrais Et pas. hein. sinon Il y a pas de- Sinon, on remercie encore une dernière fois Benjamin. Bon appétit et à tout à l'heure.